L'Institut économique de Montréal est un think tank fondé il y a 15 ans au Québec qui, depuis ses débuts, est très actif et influent sur la scène politique et médiatique. L'Institut se disait être un organisme de bienfaisance, indépendant et non partisan, dont la noble mission est l'alimentation des débats sur les politiques publiques et l'éducation, ou plutôt promotion, des idées du libre marché. Sur son site internet, le think tank déclare être indépendant et maintenir une muraille de Chine entre lui et les entreprises de divers secteurs comme le secteur pétrolier, forestier et financier. Nous remettons ici cette affirmation en question. L'Institut économique est-il aussi désintéressé qu'il le prétend? Plusieurs critiques leur ont déjà été adressées quant à leur financement et à l'anonymat de leurs donateurs particuliers. L'enquête qui suit, quant à elle, s'intéresse plus particulièrement aux individus impliqués dans cette organisation. Cette vidéo s'appliquera à montrer que le travail produit par le think tank défend ultimement les intérêts particuliers des membres de son conseil d'administration, des individus qui appartiennent à une classe de richissimes actionnaires. Autrement dit, dans des termes plus gramsciens, nous montrerons que les rédacteurs de l'Institut économique de Montréal occupent le rôle d'intellectuels de classe qui articulent la vision du monde de la classe capitaliste qui siège sur son CA. Bien sûr, le think tank se défend bien d'adopter une position idéologique et nie que leur discours soit biaisé ou cherche volontairement à influencer le débat public à l'avantage d'une classe de la population plus qu'une autre. Pour eux, leur travail relève de la rationalité scientifique la plus pure. It's always of being pragmatic, looking at the facts, and not getting into, a fashion one way or the other. I find that this sense of intellectual rigor is very important, and when it goes all the way back to think tank that started, say, in 1955, one of the first think tank at the Institute of Economic Affairs, when you look at their material, it's not a series of ideological rants. Sure, Jan. Malgré le refus de voir leur travail comme étant idéologique, on ne peut ignorer que le pragmatisme dont ils se réclament penche toujours du même côté. Les principes du néolibéralisme, qui sont omniprésents dans leur discours, entraînent des conclusions qui favorisent toujours les élites économiques. Nous, on n'a pas dit entre produire du pétrole puis pas de pétrole du tout simplement parce que c'est pas ça la réalité. Il faut sonder les gens sur qu'est-ce qui sont des choix réels, mais c'est pas ça la réalité, puis ce sera pas la réalité pour au moins les 10 à 20 prochaines années. C'est sûr aussi que le pipeline, je veux dire, ce pétrole-là, il y a une grosse partie de ce pétrole-là qui va être vendu, exporté. Mais ça fait partie, je veux dire, d'une prospérité globale du pays, puis cette prospérité-là du pays, en bout de ligne, tout le monde en est gagnant. Prenons comme premier exemple Michel Kelly-Gagnon. Fondateur de l'Institut économique de Montréal, intellectuel de formation universitaire puis avocat, ce producteur d'idées est également membre de la Société du Mont Pèlerin. On peut donc postuler sans aucun doute son adhésion aux idées néolibérales. Il articule les principes fondamentaux du néolibéralisme dans toutes ses analyses, notamment la réduction de la taille et de l'intervention de l'État, le libre marché comme principe premier de la société, l'État comme outil à saisir pour assurer le maintien du libre marché et un dédain pour les monopoles publics comme les syndicats. We have gone too far in the way of government intervention. Many people who feel economic hardship, they feel it because they're in a situation where they can't have access to a good job. And they can't have an access to a good job because the job market and the economy doesn't work well. And it doesn't work well, in our opinion, mainly because of government intervention. Free market also acknowledged the importance of institutions and a certain role for the government, in order to allow for these institutions to be properly enforced. Pendant l'attente aux urgences, comment ils expliquent, eux, que ça roule comme ça? Parce qu'il y a la liberté de choix, puis l'offre de service. Il y a une offre de service qui est multiple et variée. Il y a la compétition, c'est ça qui est le point. Ces extraits illustrent bien l'omniprésence des idées du libre marché dans son discours. Mais ces idées, déjà articulées par Hayek, Friedman et tous les néolibéraux qui ont suivi, produisent toujours une chose. Ils permettent de détourner et ignorer les critiques qui sont faites envers un système qui privilégie les plus riches. Dans cette logique, voici un extrait de Friedman expliquant comment le salaire minimum, intervention étatique, est en fait responsable de la pauvreté. Why is it we have so many millionaires and everything in the United States, and we still have so many impoverished people who try to get up into the world? Why is it we have this lack of money where people who can't support themselves decently and get a decent job? Most residual hard cases of poverty today are the result, again, of a failure of government because of a minimum wage rate, which prevents those kids who haven't had decent schooling from getting jobs
at low pay at which they can earn the skills on the jobs that would enable them to rise to higher pay. Milton Friedman, The Economist, returns in a moment. Un problème majeur avec ce discours, c'est qu'il ne relève pas d'un simple regard critique sur la société. C'est un discours qui cherche à s'imposer par un processus de diffusion où les think tanks jouent un rôle primordial et duquel ils sont tout à fait conscients. Kelly Gagnon et Yuri Chassin, un chercheur avec l'Institut jusqu'en 2017, expliquent ici très bien l'importance de leur influence sur l'opinion publique. On sait quand on veut aller de l'avant avec des projets majeurs comme ça prend un niveau d'acceptabilité sociale. Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous avez fait paraître ce sondage-là? En politique, la perception fait loi. First, you got to work on the climate of opinion, meaning those things that people believe to be true without even going through the thought process of wondering if it's actually true. L'objectif à peine voilé ici est donc d'influencer l'opinion publique afin de faire advenir des politiques publiques qu'ils jugent préférables. D'après le modèle de Hayek, la diffusion doit se faire à partir des producteurs d'idées de premier niveau, les vrais penseurs ou philosophes, puis transiter par les intellectuels de second niveau, ceux que sont les think tanks ou les diffuseurs, agissant simplement en relais pour enfin atteindre le public. En deuxième exemple, voici Yuri Chassin, qui agit comme un intellectuel de seconde main par excellence. Par ses multiples apparitions dans les émissions à large audience, il a su se donner une plateforme de choix pour diffuser son message. Toujours dans le même registre, on le verra par exemple prôner le laisser-aller dans les politiques environnementales et déplorer l'intervention de l'État et les taxes qui minent le marché. Il y a des industries qui améliorent leur bilan énergétique, qui trouvent des façons finalement, des procédés industriels moins polluants. Donc, la transition énergétique, consommer moins de pétrole, émettre moins de GES, elle est déjà en cours. Le problème, c'est est-ce qu'on fait intervenir l'État pour accélérer le processus? La QLPA réagissait aujourd'hui à votre sondage, disait, mais tout est dans la question. On a demandé, bon, tant qu'à consommer du pétrole, est-ce qu'on veut du pétrole canadien ou de l'étranger? On peut comprendre qu'on va répondre du pétrole canadien, mais la question, si on avait demandé aux gens énergie sale versus énergie propre, la réponse aurait été peut-être différente? Bien, en fait, non, parce que cette question-là, elle est posée à tous les jours par, finalement, les choix qu'on a comme consommateurs sur le marché. Et ce qu'on voit, c'est qu'on continue de consommer du pétrole. Overall, on the GDP, we know that the tax burden is higher in Quebec. We know that it has an impact on the economy and it always had, but basically because it discouraged, for example, work or investment. Alors, quand on va sur le site web de l'Institut économique de Montréal, le chiffre qu'on voit, c'est, là, on est rendu à 265 milliards. C'est un compteur de la dette. Et c'est votre compteur. C'est le compteur que vous mettez sur le site web et qui a été repris par François Legault aujourd'hui en conférence de presse. Vous dites que c'est le chiffre le plus exhaustif. Quand on regarde les autres types de dettes utilisées par le gouvernement du Québec, parce que le gouvernement du Québec n'utilise jamais cette dette-là. On ne le voit pas dans le budget. Il faut quand même spécifier que c'est la dette consolidée. Donc, vous mettez l'UQAM dans ça, vous mettez l'Hydro-Québec, vous mettez toutes les municipalités également. On voit donc même dans le dernier extrait que les résultats de l'Institut sont repris non seulement dans les médias comme le Journal de Montréal, mais aussi par les politiciens eux-mêmes, François Legault dans ce cas-ci. Leur influence ne s'arrête pas là, puisque l'Institut participe aussi à des commissions à l'Assemblée nationale de temps à autre pour faire valoir son point de vue. La commission est réunie afin de poursuivre les consultations particulières et les auditions publiques sur le projet de loi numéro 28, loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 4 juin 2014 et visant le retour à l'équilibre budgétaire en 2015-2016. Donc, sans plus tarder, j'invite l'Institut économique de Montréal à faire sa présentation. Le problème du déficit actuel n'est pas un problème de revenus, c'est un problème de dépenses. Pourquoi ce n'est pas un problème de revenus? En fait, il y a déjà eu des hausses de revenus. Donc, les recettes de l'État ont augmenté suite à des hausses d'impôts des particuliers, à des hausses d'impôts des entreprises. On voit déjà des efforts du côté des dépenses. Je pense qu'il faut reconnaître que oui, le gouvernement actuel semble bien contrôler la croissance des dépenses. Ça mérite d'être salué parce que c'est assez rare. Certains voient même dans la situation présente un cas d'austérité. Donc, il y a un sens économique à l'austérité. C'est des diminutions concrètes de dépenses sur un plan global. On ne peut certainement pas décrire la situation actuelle comme de l'austérité. Il y a certains ministères, certains organismes qui subissent des baisses de leur financement, mais il n'y a pas d'austérité dans les finances publiques. Ce n'est pas de l'austérité.
En fait, la réaction à laquelle on assiste, c'est peut-être une réaction d'hystérité. Le ministre Letao avait affirmé il y a quelque temps vouloir maintenir les services, mais que ceux-ci pourraient être livrés et rendus par des entreprises privées. À notre avis, en fait, c'est la voie à suivre. Le débat sur les finances, c'est pas tant un débat gauche-droite qu'un débat où on veut trouver des solutions pour rendre les services actuels et obtenir les meilleurs résultats. On donne cet exemple-là pour illustrer notre propos. Ce qu'on propose notamment, c'est de complémenter le travail des policiers avec l'ajout de civils bien formés ou encore d'entreprises privées de sécurité. Aussi en santé, nous, on pense par exemple à l'assurance maladie duplicative, l'assurance maladie privée duplicative, qui assure les mêmes traitements que l'assurance publique, mais qui permet d'être soigné au privé. Merci beaucoup d'être là. Et j'apprécie beaucoup vos commentaires. C'est un peu rafraîchissant. Nous avons entendu beaucoup de groupes. C'est votre opinion diffère de ce qu'on a entendu avant. Et je dois vous dire que c'est beaucoup plus proche de ce que moi je pense. L'objectif de toute cette stratégie d'influence peut drôlement s'apparenter avec l'idée gramscienne de la guerre de position entre les groupes en lutte pour atteindre l'hégémonie idéologique. Dans cette guerre, chaque classe tente de rallier le plus de groupes possible à leur idéologie, qu'elle soit socialiste, bourgeoise ou fasciste. Le but est de devenir l'idéologie hégémonique, c'est-à-dire dominante et au pouvoir. Dans cette perspective, chaque classe a des intellectuels organiques dont le rôle est d'essayer d'articuler les idées et les intérêts propres à leur groupe et d'y faire adhérer le plus d'individus possible. Il est aussi important pour les groupes de savoir rallier les intellectuels traditionnels, ceux qui savent articuler et propager les idées, afin de pouvoir gagner cette guerre d'idées. Seulement, dans ce cas-ci, l'Institut économique de Montréal est un groupe d'intellectuels qui prétend être désincarné, attaché seulement au pragmatisme, ancré dans une réalité qui ne peut pas faire débat et qui est la même pour tous. Pas tant un débat gauche-droite. Mais c'est pas ça la réalité. C'est pas ça la réalité. Faut sonder les gens sur qu'est-ce qui sont des choix réels. Ils essaient tout de même de rallier tout l'opinion publique et d'influencer la scène politique, mais en affirmant ne pas être ni les intellectuels d'un parti, ni les intellectuels d'une classe. Ils n'ont rien à revendiquer que la vérité scientifique et les faits. Pourtant, leur allergie aux syndicats, à la taxation des entreprises, au salaire minimum, à toutes les mesures qui ont été des revendications des luttes des travailleurs depuis longtemps, peut donner un doute. Persiste malgré tout une impression que les idées de l'Institut économique avantagent certains plus que d'autres. On serait en droit de se demander alors la vision du monde de quelle classe sociale les intellectuels de l'Institut économique de Montréal représentent-ils. La réponse pourrait sembler évidente tant leurs propos concordent aux intérêts de la classe capitaliste. Mais quel intérêt pour ces intellectuels de défendre ces intérêts capitalistes si le financement qu'ils reçoivent des entreprises n'est pas significatif? Lorsque l'on passe en revue les membres du conseil d'administration, la réponse saute aux yeux. Le think tank serait, dans cette perspective, une poignée d'intellectuels déjà gagnés par les idées néolibérales qui sont pris en charge par la classe capitaliste pour les constituer en une machine de guerre, en un think tank devenu très rapidement puissant et influent qui propage une vision du monde qui défend leurs intérêts de classe. Les membres de ce conseil d'administration, qui sont-ils? En rafale, la liste de leurs noms et surtout de leurs occupations parle d'elle-même. Hélène Desmarais est l'épouse de Paul Desmarais et possède donc conjointement une des plus grandes fortunes du Québec. Ensuite, Jean Bernier, président du groupe Carburant Amérique et Opération Nord-Est chez Couche-Tard, a été VP de Calero Énergie Corporation et d'Ultramar. Randall Burks, VP d'une banque d'affaires établie à Montréal. Bevan Brunner, de la Bank of America. Stéphane Descrétier, président et chef de la direction de Garda World. Jacques Drouin, ancien PDG d'un fournisseur mondial d'équipements dans le secteur pétrolier. Beecher Highlands, fondateur de la corporation immobilière Kievrick, propriétaire d'édifices à Toronto et Montréal. Rien ne sert de continuer de nommer tous les administrateurs. La liste est longue et les points communs entre les propositions de l'Institut économique de Montréal et les intérêts particuliers fusent de toutes parts. Par exemple, comme proposé un peu plus tôt dans la vidéo de la commission sur le budget, le remplacement d'une partie du travail des policiers par celui d'une firme privée de sécurité serait drôlement intéressant pour le directeur de Garda World. Deux cas seront utilisés en exemple de manière plus approfondie, soit celui d'Hélène Desmarais et de Jean Bernier. Hélène Desmarais, femme de Paul Desmarais, appartient on ne peut plus clairement à la classe capitaliste, ou au 1%, dans un langage plus populaire. Elle fait partie d'une des familles les plus riches du Québec, puisque sa famille possède, entre autres, Power Corporation,
un groupe qui détient des firmes financières et médiatiques, entre autres, on peut comprendre son intérêt dans la promotion de la sphère financière, surtout à une époque où elle est remise en question par les crises financières. Voici comment Kelly Gagnon défend ces mêmes intérêts. Generally speaking, finance and financiers are very, very useful. There's a disconnect. You have some people who have money, and you have some people who have needs and don't have the money but are willing to borrow. Finance it all, or put people together basically as brokers. That role as broker is immensely useful, and it ain't going away. No, that's for sure. We need them. On peut aussi facilement comprendre comment les positions du think tank, déjà vues plus tôt, contre la taxe sur le gain en capital et pour une diminution des taxes des entreprises, participent également des intérêts de cette famille d'actionnaires et de PDG de Power Corporation. De plus, il est bon de noter que Paul Desmarais, son mari, a aussi des liens dans le secteur pétrolier, ayant siégé entre autres sur le conseil d'administration de Total en France. Ce rapport à l'industrie de l'énergie fossile est omniprésent, à la fois dans les études et dans les CV des administrateurs du think tank. Mais l'exemple le plus flagrant en termes de conflit d'intérêts est le plaidoyer sur l'exploitation pétrolière et les intérêts particuliers de Jean Bernier, président du groupe Carburant Amérique et Opération Nord-Est chez Couche-Tard et ancien vice-président de Calero Énergie Corporation et d'Ultramar. La défense de cette industrie et le développement de pipelines et de l'exportation, faites par l'Institut économique, semble dépasser toute logique du bien-être futur de la société entière et ne s'intéresse aucunement au potentiel économique des énergies renouvelables. Un très bel exemple des limites du pragmatisme qui ne semble pas choisir ses sujets au hasard. Le think tank défend cette industrie à leur corps défendant, à l'aide d'études aux questions parfois tordues. LPA réagissait aujourd'hui à votre sondage, disait, mais tout est dans la question. On a demandé, bon, tant qu'à consommer du pétrole, est-ce qu'on veut du pétrole canadien ou de l'étranger? On peut comprendre qu'on va répondre du pétrole canadien, mais la question, si on avait demandé aux gens énergie sale versus énergie propre, la réponse aurait été peut-être différente. Nous, on n'a pas dit entre produire du pétrole puis pas de pétrole du tout simplement parce que c'est pas ça la réalité. Il faut sonder les gens sur qu'est-ce qui sont des choix réels. Ils parviennent ainsi à publier des résultats qui semblent favorables à l'industrie, vantant la sagesse populaire des Québécois, alors que la question a été étroitement manipulée. C'est de montrer que, finalement, la population dans son ensemble, des fois, elle a une genre de sagesse populaire qui est différente des élites les plus tapageuses. Et comme il a été dit précédemment par Yuri, en politique, la perception fait loi. Quand la perception fait loi, on comprend alors ici l'importance de cette manipulation de résultats qui a un fond tout à fait idéologique. Ainsi se concluent nos 4 exemples qui illustrent les liens qui sont tissés entre les intérêts des membres du conseil d'administration, comme Mme Desmarais et M. Bernier, et les productions des intellectuels du think tank, comme M. Kelly Gagnon et Chassin. Après ces observations, il semble difficile de croire que le think tank Institut économique de Montréal puisse être simplement créateur de réflexions indépendantes. Par sa volonté de rallier l'opinion publique et les gouvernementaux autour de leur vision du monde qui correspond si exactement aux intérêts des membres de la classe capitaliste, relève visiblement de l'idéologie. Cette volonté est d'autant moins anodine après le constat de l'identité de classe indéniablement capitaliste des membres du conseil d'administration. C'est ainsi que se termine cet exposé, en réitérant que le think tank, en tant qu'intellectuel de la classe capitaliste, procède à la propagation des idées néolibérales qui représentent la vision de cette classe, témoignant ainsi de son caractère tout à fait idéologique.